Vous n'avez peut-être jamais entendu parler d'elle. Pourtant, sans ses contributions, la découverte de la structure de l'ADN par Watson et Crick aurait sûrement pris beaucoup plus de temps. Avant de plonger dans l'histoire de cet oublié de l'histoire, une brève contextualisation s'impose. Alors que connaissait-on de l'ADN jusque dans les années 50? D'abord, sa composition. On connaissait tout de sa composition. On savait que l'ADN, l'acide désoxyribonucléique, était un polymère de nucléotides. Un nucléotide étant du phosphate, un sucre, le désoxyribose, et une base azotée, soit l'adénine, soit la thymine, soit la guanine, soit la cytosine. Ces bases qu'on repère maintenant selon le code de lettres A, T, G ou C. On connaissait également la fonction de l'ADN. On savait que c'était le support de l'information génétique et non les protéines, parce qu'il y avait une grande controverse avant ces années 50. Est-ce que c'était l'ADN ou est-ce que c'était les protéines, le support de l'information génétique? Et là, il y a deux expériences vraiment historiques importantes. L'une menée par l'équipe de Avery, MacLeod et McCarthy, et l'autre menée en 1952 par Hershey et Chase sur les bactériophages, qui démontrent de façon non ambiguë que l'ADN est vraiment le support de l'information génétique. Mais on ignorait toujours comment une molécule si peu complexe que l'ADN pouvait contenir toute l'information génétique d'un organisme et surtout comment elle pouvait être à l'origine de ce grand mystère qu'est l'hérédité. Pour percer le grand mystère de cette hérédité, quoi de mieux qu'étudier la structure de son support, l'ADN? Connaître la structure de cette molécule devrait être une passerelle favorisant la compréhension des mécanismes de l'hérédité. La technique d'analyse qui sera utilisée pour déterminer la structure de l'ADN n'est rien d'autre que la diffraction aux rayons X. Le principe est d'envoyer un faisceau de rayons X sur une molécule cristallisée dans laquelle il est dévié par les atomes. Chaque déviation obtenue aboutit ainsi à la formation d'un signal sur un film. C'est à partir de l'ensemble des signaux formés qu'on arrive à remonter à la structure tridimensionnelle de l'échantillon de départ. Et c'est justement là que rentre en scène notre héroïne du jour, Rosalind Franklin. C'est en 1951 que James Watson, un jeune chercheur américain très ambitieux, de 23 ans, brillant, un peu arrogant, rejoint l'université de Cambridge en Angleterre. Et plus particulièrement le laboratoire Cavendish, qui est spécialisé en cristallographie des macromolécules biologiques. Et là, il vient dans un seul but, découvrir la structure tridimensionnelle de l'ADN, car il a l'intuition que cette structure lui révélera le mystère de l'hérédité. Dans ce laboratoire Cavendish, il rencontre Francis Crick. Francis Crick, un homme de 33 ans, chercheur déjà établi, excellent cristallographe, qui travaille sur la structure des protéines. Et là, James Watson, il réussit à convaincre Francis Crick de l'accompagner dans cette quête de la structure de l'ADN. Tout simplement parce qu'il a besoin d'un spécialiste de la cristallographie, parce que lui, Watson, n'est pas. À la même période, il y a au moins deux autres équipes dans le monde qui sont en compétition pour élucider cette structure de l'ADN. Il y a tout d'abord Linus Pauling en Californie, au Caltech Institute. Linus Pauling, c'est ce grand chimiste extrêmement brillant, découvreur de la structure en hélice alpha des protéines, qui fut d'ailleurs récompensé par le prix Nobel de chimie en 1954. Donc un compétiteur très sérieux. L'autre équipe, c'est une équipe qui est installée à Londres et qui est en compétition. Et cette équipe est dirigée par Maurice Wilkins. Maurice Wilkins travaille avec une chercheuse, une excellente cristallographe, c'est Rosalind Franklin. Ils ont aussi avec eux un thésard, un doctorant, qui est Raymond Gosling. Rosalind Franklin, elle a 31 ans en 1951 et elle arrive à Londres au King's College. Dans cette course à la découverte de la structure de l'ADN, les informations décryptées au fur et à mesure sont en quelque sorte éparpillées entre les différents chercheurs. Certains les publient sans peut-être trop avoir conscience de leur portée, tandis que d'autres préfèrent les garder en espérant qu'elles mènent au bout du tunnel. En dépit de cela, l'information la plus décisive est détenue par l'équipe de Maurice Wilkins, avec le fameux cliché numéro 51 de Rosalind Franklin, obtenu par diffraction aux rayons X de l'ADN. Pourtant, c'est le duo formé par Watson et Crick qui rejoindra le sommet de la pyramide. Leur idée, simple,
ne faire quasiment aucune expérience scientifique et compiler les connaissances de l'époque, de façon plus ou moins éthique parfois. Première information qui leur semble importante, ils ont la chance de partager leur bureau à Cavendish, au laboratoire Cavendish, avec un chimiste qui est Jerry Donohue. Et ils se renseignent auprès de Jerry Donohue sur les formes tautomériques adoptées par les bases dans l'ADN. Et donc sur leur possibilité d'établir des liaisons hydrogènes. Et Donohue leur dit que c'est les formes céto qui sont prépondérantes par rapport aux formes énol. Et ça, c'est absolument essentiel dans la construction de leur modèle. Ils prennent également connaissance des travaux publiés par Erwin Chargaff, un chercheur d'origine autrichienne travaillant à l'Université Columbia à New York. Et Chargaff a étudié la composition d'ADN de différentes espèces et il s'est aperçu qu'à chaque fois, il y avait autant d'adénine que de thymine, qu'autant de A que de T, et autant de guanine que de cytosine. Et il remarque que dans chaque espèce, la composition globale en adénine, thymine, guanine, cytosine est différente et propre à chaque espèce, mais il y a toujours ce rapport, autant de A que de T, autant de G que de C. Erwin Chargaff n'en fait rien de plus, mais il publie ses résultats essentiels. Troisième information, par l'intermédiaire de Maurice Wilkins, ils ont accès au cliché de diffraction rayons X d'ADN que Rosalind Franklin et son thésard avaient effectué. Le problème, c'est qu'ils ont accès à ce cliché à l'insu de Rosalind Franklin. Et ce cliché montre de façon très claire une forme en X, notamment le cliché numéro 51, qui est devenu maintenant très célèbre. On a vraiment clairement une forme en X qui indique de façon non ambiguë une structure hélicoïdale. Ça leur permet également d'avoir accès aux paramètres structuraux de cette structure, c'est-à-dire le diamètre, la valeur du pas de cette structure qui semble être répétitive, etc. Autant d'éléments qui vont incorporer à leur modèle. En plus de ces connaissances qu'ils acquièrent, ils ont l'idée de faire construire des modèles moléculaires en métal, des sortes de maquettes. Ils construisent comme une sorte de puzzle une molécule d'ADN de plus de 2 mètres de hauteur. C'est leur fameux modèle moléculaire. Et ils s'inspirent en cela de ce qu'avait fait Linus Pauling, qui avait créé des modèles moléculaires pour la structure des protéines. Et ça, c'est leur grande idée, cette histoire de modèle moléculaire, parce que ça va leur permettre de chercher un agencement qui puisse correspondre à toutes les connaissances qui ont été publiées et auxquelles ils ont eu accès sur la structure de l'ADN. Et ainsi, ils aboutissent à leur fameux modèle de la double hélice. Alors, à quoi ressemble cette fameuse double hélice? C'est d'abord 2 brins antiparallèles, enroulés l'un autour de l'autre. Ces 2 brins sont maintenus ensemble par des liaisons hydrogènes entre les paires de bases situées au cœur de la double hélice. Le désoxyribose, donc le sucre, et les phosphates, eux, forment le squelette extérieur. Et surtout, ils ont cette idée géniale, c'est cette complémentarité des bases qui forment des paires de bases, selon la loi de Chargaff. Alors cette complémentarité, c'est une purine en face d'une pyrimidine, c'est-à-dire un A en face d'un T et un G en face d'un C. Cette complémentarité des bases entre elles permettait de comprendre comment le matériel génétique était recopié. Il suffisait de séparer les 2 brins parentaux d'ADN, qui servaient chacun de matrice pour la synthèse d'un brin complémentaire. Donc on avait, à partir d'un brin maternel, qu'on sépare, 2 brins fils qui étaient recopiés. Et ainsi, 2 molécules d'ADN identiques à la molécule originelle seraient synthétisées. D'ailleurs, Watson et Crick l'ont tout de suite compris, puisqu'ils concluent leur article de 1953, le célèbre article dans Nature sur la structure de l'ADN, sur ce modèle, par cette célèbre phrase: il y a plusieurs hypothèses, il y a plusieurs raisons. Première raison, probablement, c'est le sexisme en sciences à cette époque. Par exemple, à King's College, il y avait 2 pièces de détente, 2 pièces de convivialité différentes. L'une pour les hommes
qui, au dire de Rosalind Franklin elle-même, était agréable et spacieuse, et une pour les femmes, qui était, toujours au dire de Rosalind Franklin, minable et exiguë. Et d'ailleurs, Rosalind Franklin s'en plaignait régulièrement auprès de Maurice Wilkins. Une autre raison pour laquelle Rosalind Franklin a été probablement peu présente dans cette histoire pendant longtemps de la découverte de la structure de l'ADN, c'est que Rosalind Franklin voulait étudier la structure de l'ADN uniquement à partir de données expérimentales rigoureuses, en excluant toute spéculation, toute hypothèse non vérifiée qui serait guidée par une sorte d'intuition. Tout l'inverse de ce que faisait Watson. Et évidemment, cette approche très expérimentale, très rigoureuse, est beaucoup plus laborieuse et beaucoup plus longue et moins spectaculaire que l'approche qu'ont utilisée Watson et Crick. Et donc la contribution de Rosalind Franklin a parfois été réduite à une simple habileté technique par opposition à une conception intellectuelle du modèle théorique proposé par Watson et Crick. Probablement également que la présentation misogyne qu'en fait James Watson dans son livre La double hélice, publié en 1968, y a contribué. Il lui donne par exemple ce surnom légèrement ridicule de Rosie. Il ironise aussi sur sa façon de s'habiller. Alors, il dit à 31 ans, elle déployait en matière de robe l'imagination ingrate d'une jeune bas-bleue britannique. Il glose aussi sur son absence de maquillage, son caractère soi-disant un peu difficile selon ses termes. Et puis le destin ne facilita pas le passage à la postérité de Rosalind Franklin, évidemment, parce qu'elle quitte le King's College et la thématique de l'ADN dès 1953, tout de suite après la publication des articles dans Nature sur la structure de l'ADN, pour aller poursuivre des nouvelles recherches au Birkbeck College sur des virus à ARN cette fois-ci, et plus particulièrement sur celui de la mosaïque du tabac. Et là, elle y produit des travaux remarquables pendant 5 années avant de succomber à un cancer en 1958 à l'âge de 37 ans. Et d'une certaine manière, on peut penser que ce décès prématuré de Rosalind Franklin tira de l'embarras le comité Nobel, puisque le prix Nobel, qui ne peut pas être attribué à plus de 3 récipiendaires, ne peut pas non plus être attribué à titre posthume. Et donc, c'est ainsi qu'en 1962, le prix Nobel de physiologie ou médecine fut décerné à James Watson, Francis Crick et Maurice Wilkins. Toutefois, il faut retenir que depuis quelques décennies, elle a été progressivement réhabilitée, et c'est toujours le cas aujourd'hui. À ce titre, en 2003, la Royal Society a créé un prix Rosalind Franklin, décerné chaque année à une scientifique britannique. Aussi, beaucoup plus dans l'actualité, le rover de l'ESA qui doit se poser sur Mars en 2022 a été baptisé Rosalind Franklin, en hommage à cette brillante scientifique.